Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Théo Curin, champion de natation paralympique, chroniqueur et acteur. Théo, comme vous allez rapidement l'entendre dès le début de cet épisode, a subi une amputation des 4 membres, c'est-à-dire de ses 2 bras et de ses 2 jambes, à l'âge de 6 ans à la suite d'une méningite. Théo grandit donc avec cette différence, sans trop savoir de quoi sera fait son avenir, avant de tomber littéralement dans le grand bain à l'âge de 10 ans. Déterminé à dépasser une de ses plus grandes peurs, Théo commence la natation sans savoir qu'une réelle passion est en train de naître. Quelques années plus tard, Théo rejoint le pôle France de Vichy et devient un des espoirs de la natation paralympique française. Au programme de cet épisode, Théo nous raconte comment il a grandi avec cette différence, comment rebondir après un tel bouleversement et ce qui l'a aidé et l'aide encore à rester positif au quotidien. Théo nous partage aussi ses autres rêves et ambitions, comment il les concilie avec le sport de haut niveau et en quoi cette pluralité est nécessaire à son épanouissement. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Lilou710 qui a laissé le commentaire suivant. Merci beaucoup pour ton podcast très inspirant et qui pousse à remettre en question beaucoup de choses. C'est la première fois que j'écris un avis, mais je voulais te remercier de nous faire réfléchir avec ton travail, aussi bien sur Instagram, YouTube que via ton podcast. Merci beaucoup Lilou d'avoir pris le temps d'écrire cet avis. C'est vrai qu'on ne le réalise pas toujours, mais c'est vraiment la plus belle preuve de soutien que vous pouvez nous témoigner. Alors merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent InPower, que ce soit en s'abonnant, en laissant un avis ou en le partageant à un proche. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Théo. Bah écoute, bonjour Théo. Salut. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir, parce que je te suis sur les réseaux, mais on ne s'était jamais rencontrés. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors je m'appelle Théo Curin, j'ai 20 ans, je suis tombé malade à cause d'une méningite bactérienne à l'âge de 6 ans. Pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer des 4 membres et quelques années après ces mois d'hospitalisation et de rééducation, je me suis lancé le défi d'aller au contre de ma phobie qui était à l'époque l'eau, la flotte, la piscine, la mer, tout ce qui avait un rapport avec l'eau. Et en fait, je suis devenu nageur au fil du temps et aujourd'hui je suis 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre. En paralympique. Ouais, c'est assez incroyable. Bon, ça m'interpelle forcément parce qu'on a limite l'impression que tu as un petit pitch de présentation préparé, parce que j'imagine que tu as l'habitude, tu vois. Ouais. Mais c'est pas pesant de toujours commencer à se présenter en justifiant un peu son accident, tu vois. T'as pas commencé par dire je m'appelle Théo, j'ai 20 ans, je suis nageur, et il s'avère que tu commences. Je commence tout le temps, ouais. C'est devenu une habitude et je pense que c'est important aussi pour les gens parce que je pense que quand on me rencontre pour la première fois, quand les gens ne savent pas qui je suis et ce qui m'est arrivé, c'est la première question qui se pose. Ils se demandent qu'est-ce qui m'est arrivé, si c'est un accident, une maladie, etc. Et j'aime bien entre guillemets rassurer la personne en leur disant voilà ce que j'ai eu, que je m'en suis très bien sorti, etc. Et finalement, très rapidement, j'explique vraiment mon chemin de vie, la maladie, la découverte de la natation et les résultats en natation maintenant, quoi. Ouais, donc tu m'as dit c'est 4 ans du coup cet accident ? À l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'à 7 ans, t'étais déjà amputé. Ouais. Ok, et est-ce que t'arrives à te rappeler de cette période ? Parce que j'essaie de me souvenir, moi, mes 6-7 ans, j'étais en CP. J'ai quelques souvenirs, mais pas fous. Toi, c'est quand même quelque chose qui a marqué énormément ta vie. Est-ce que tu te souviens de ce moment Enfin, si tu peux un peu nous en parler, parce que j'imagine que tu vois, ça va quand même intriguer nos auditeurs et nos auditrices, de se dire qu'est-ce qui se passe quand à 6 ans on est amputé, comment on visionne la vie après, quoi. Ça peut être complètement dingue, mais c'est vrai que normalement on a nos premiers souvenirs, c'est vers 5, 6, 7 ans, quoi. Et ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai plus aucun souvenir d'avant la maladie. C'est-à-dire que je suis tombé malade en mai 2006, j'ai plus aucun souvenir d'avant ma maladie, donc quand j'avais encore mes mains et mes pieds, j'ai plus aucun souvenir. Et j'ai plus aucun souvenir de l'hospitalisation. Je me souviens de rien. Tout ce que je raconte dans les interviews, les moments d'hospitalisation, les changements de pansement, les amputations progressives, etc. C'est ce que mes parents m'ont raconté en fait.
et j'ai plus aucun souvenir. Ce qui peut paraître un peu too much, et je l'accorde aux gens, c'est que quand je raconte un peu mon premier souvenir, c'est le premier jour où j'ai remarché avec mes prothèses. Mais je pense qu'en fait, ça a été tellement un moment fort en émotion et en plein de choses que en fait mon premier souvenir, si je me force à imaginer mon premier souvenir, c'est celui-là en fait. C'est le jour où j'ai remarché avec mes prothèses de jambes et ce serait ça, ouais, mon premier souvenir. Et c'était à quel âge du coup? C'était vers 7 ans. C'était ma priorité quand je suis sorti de l'hôpital. J'ai dit clairement à mes parents, aux médecins qui me suivaient, etc. que je voulais à tout prix marcher le plus vite possible parce que j'avais envie de retrouver mes potes, refaire mes premières bêtises avec mes potes, enfin comme un petit gamin de 7 ans quoi. Et finalement voilà, ça a été plutôt rapide, donc on va dire 4-5 mois après mon hospitalisation, je remarchais quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est assez rapide. Ouais, c'est hyper rapide, ouais. Parce que c'est vrai que en plus c'est compliqué quoi, parce qu'à 7 ans t'as pas conscience. Tu vois, de tout ça, c'est pas une décision même. Enfin, c'est cool qu'on t'ait écouté parce que des médecins, je pourrais pu dire non, il faut prendre plus de temps. T'as eu cette force quoi de caractère à t'imposer et ça n'a pas été trop difficile la réinsertion dans la vie parce que le regard des autres est plus le même. Évidemment. Et après, pour avoir rencontré du coup, grâce au réseau notamment, plusieurs personnes qui ont eu des accidents dans leur vie, je pense à notamment mon amie Julie, big up si tu nous écoutes Julie. Ce qui est souvent difficile à vivre pour les personnes qui ont eu des forts changements physiques ou des handicaps, c'est la vie d'avant. Ouais. Et Martin aussi, El Marticino, il en parle beaucoup dans le podcast qu'on a fait, et je me dis c'est vrai que c'est très difficile, j'imagine, d'avoir toujours mais avant c'était comme ça, c'est hyper humain de ressasser. Toi du coup j'imagine comme tu te souviens pas de l'avant, t'as pas cette comparaison un peu qui peut être très venimeuse je pense, mais on te le rappelle par le regard des autres quoi. C'est ça. Dis-moi mais c'est exactement ça. C'est exactement ça et aujourd'hui les gens me demandent si je souffre de mon handicap, déjà physiquement pas du tout. Et en fait au début je souffrais énormément du regard des autres parce que je suis sorti de l'hôpital, très vite je suis rentré dans un centre de rééducation et dans le centre de rééducation on est en fait qu'avec des personnes qui ont eu aussi un accident ou une maladie, donc qui sont entre guillemets en convalescence. Du coup on est vraiment qu'entre nous. Je rentrais très tard le soir chez moi, j'avais que le week-end à la maison et dès que je sortais en fait dans la vraie vie entre guillemets, donc c'est-à-dire faire les courses avec mes parents, retrouver quelques amis etc., je me sentais trop différent. Je comprenais pas à 7 ans pourquoi je passais du gamin qui courait partout dans le supermarché à celui qui est en fauteuil et que tous les regards étaient fixés sur cette personne-là et c'était très dur pour ce petit gamin de 7 ans et j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire parce que j'essayais de me cacher, j'essayais de cacher mes bras, j'essayais de cacher mes jambes. J'ai un handicap qui est quand même hyper visible donc voilà, c'était compliqué mais vraiment j'ai beaucoup souffert de ça malgré le soutien de ma famille, de mes amis et tout ça. Je pense que le moment où il s'est passé un déclic, c'est aussi quand j'ai arrêté la partie rééducation et que j'ai intégré une école normale en CE1, je me souviens. Et là, forcément, au début, c'était un peu compliqué parce que j'arrive dans une école où il y avait que des élèves entre guillemets valides. Et là, forcément, tous les regards sont fixés sur moi et je sais pas trop où mettre. Mais très rapidement, j'ai un espèce de déclic qui me permet d'utiliser mon handicap pour aller voir les autres. Donc à l'époque j'étais en fauteuil électrique, donc pareil, mon handicap était vraiment encombrant et du coup j'utilisais mon petit fauteuil électrique pour aller vers les gars en leur disant regarde ma petite voiture et tout, enfin voilà et je me suis rapproché des filles en leur demandant un coup de main pour fermer ma veste, des trucs comme ça, tu vois, et très rapidement je suis passé il y a eu un déclic et ça allait beaucoup mieux. Et au contraire, je me suis fait des amis qui ont été là pour moi, pour m'aider quand j'avais besoin d'aide, mais qui n'étaient pas non plus étouffants à toujours demander si j'ai besoin d'aide pour faire ci, pour faire ça. Mais en tout cas, très à l'écoute. Et je pense qu'on a vraiment grandi ensemble sur pas mal de points, ouais. T'as grandi où du coup J'ai grandi en Lorraine, à côté de Nancy, à Lunéville précisément. Et du coup, j'étais hospitalisé à Nancy, la rééducation se fait à Nancy aussi. Et après, du coup, je suis rentré vraiment dans mon petit patelin, dans un petit village qui s'appelle Roinvillers. Et j'étais dans une école primaire comme tout le monde, et l'école du village, quoi. Donc, non, c'était génial. Ouais. Je me demande ça, tu vois, maintenant que t'es à Paris, est-ce que tu vois une différence? Parce que
Bon, si j'imagine aussi, je me dis, bon, c'est vrai que si les personnes qui habitent dans ta ville maintenant te connaissent, t'ont toujours connu, il y a peut-être plus cette bienveillance et ce confort. Est-ce que quand t'as commencé peut-être à te confronter au reste du monde, il n'y a pas eu ce côté un peu plus difficile, tiens, on me rappelle encore ma condition. Enfin, en fait, je me dis, ça doit être... Je sais pas si à un moment on arrive totalement à passer outre, tu pourras nous dire, ou si ça reste une vulnérabilité... où ça peut te retomber à la gueule. Non, moi franchement j'ai vraiment fait le deuil de ma vie d'avant, comme on disait. J'ai vraiment fait le deuil et j'ai vraiment accepté maintenant mon corps comme il est, mon handicap, mes cicatrices, tout ça. Et du coup aujourd'hui c'est vrai, je suis confronté à ça au quotidien, c'est-à-dire que quand je vais prendre un transport, des transports en commun, des gens vont me demander si j'ai besoin d'un coup de main pour faire telle et telle chose. Je leur réponds gentiment, non, il n'y a pas de souci, je me débrouille, si vraiment j'ai besoin d'aide, je vous demande de l'aide, etc. Et c'est vrai que je fais face à ça tous les jours dans n'importe quelle situation, que ce soit à la piscine, partout. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment fait le deuil et ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça même sympa, bienveillant. Après, évidemment, si les gens insistent, ça commence à me faire péter un câble. Mais je leur fais comprendre aussi. Je leur fais comprendre. Mais non, franchement, les gens sont plutôt bienveillants et plutôt sympas. Ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est les gens qui me regardent avec insistance. Bon, aujourd'hui, quand les gens me regardent dans la rue, c'est normal. Je fais vraiment plus du tout attention à ça. Je trouve ça normal, etc. Mais quand les gens me regardent avec insistance et qu'ils osent pas venir vers moi, me poser des questions, me demander ce qui m'est arrivé, etc. Là, ça m'énerve un peu parce qu'ils restent avec, je pense, des a priori, des préjugés. Et moi en fait je préfère que les gens viennent vers moi, me demandent qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est une maladie, un accident. Moi je leur réponds, je leur raconte mon histoire et du coup ils n'ont pas du tout le même regard sur la différence et mon handicap et je trouve ça bien plus intéressant que rester avec des préjugés en tête et ne rien apprendre, quoi. Ouais, totalement. Il y a quelque chose qui revient souvent aussi dans les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont eu un accident, ce côté où ils n'arrivaient pas à se sentir représentés ou compris. Julie, elle m'en a beaucoup parlé, elle voyait personne en fait de brûler quand elle tapait grand brûlé sur internet, elle voyait des coups de soleil, tu vois. Ouais. Est-ce que toi t'as cherché un peu ce côté, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, est-ce que t'as cherché un peu à rencontrer ou à échanger avec des personnes qui avaient vécu à peu près ce que t'avais vécu, ou t'as pas eu ce besoin J'ai pas cherché en fait, c'est pas moi qui a cherché, c'est ma maman. C'est ma maman quand j'étais hospitalisé qui a cherché un peu d'aide, parce que moi quand je raconte mon histoire, les gens c'est incroyable ce que t'as fait, c'était vraiment trop courageux, etc. Mais en fait je trouve que c'est pas moi le courageux dans cette histoire, c'était plus mes parents qui ont pris les décisions de m'amputer pour me sauver la vie, ma grande sœur qui a aussi souffert du manque du coup mes parents n'étaient plus souvent à la maison, quand je suis rentré mes parents étaient souvent sur moi, du coup ma sœur était mise un peu de côté. Du coup c'est vraiment ces trois personnes là les plus courageuses pour moi. Mais et en fait du coup quand j'étais à l'hôpital, ma maman a lu le livre de Philippe Croizon, l'homme qui a traversé la Manche à la nage et qui également amputé des 4 membres comme moi. Et en fait elle m'en a parlé à ma sortie de l'hôpital, et moi forcément quand t'as 7 ans et que tu vois qu'il y a un mec qui a le même handicap que toi et qui fait tout un tas de choses incroyables, j'avais envie de le rencontrer. Du coup on lui a envoyé une lettre en lui racontant mon histoire. Et il a mis beaucoup de temps à y répondre parce que cette lettre l'a vraiment touché. Il savait vraiment pas quoi répondre, etc. Et en fait, il nous a répondu. Enfin, il m'a appelé. Il nous a appelé et en fait, on a organisé un petit rendez-vous. Il est venu chez moi et ça a répondu à pas mal de questions parce que c'était au début de la rééducation, etc. Je faisais face au regard des autres aussi. Donc, c'est aussi grâce à lui que j'ai su accepter le regard des autres. Et en fait, ça m'a aidé pour plein de choses et je pense que ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui aussi, ouais. Ouais. Et il avait déjà, lui, il n'avait pas encore traversé la Manche ou... Non, d'accord. Il était en train de préparer tout ça. Ouais. Et du coup, le premier jour où on s'est rencontrés, il m'a dit bon voilà, j'ai ça en tête, j'ai tel projet. Et forcément, moi ça m'a rendu dingue. Je me suis dit c'est incroyable ce qu'il va faire alors qu'il est comme moi. Ouais. Et forcément, ça m'a remotivé et ça m'a prouvé que voilà, on pouvait être différent, on pouvait avoir le handicap que j'ai aujourd'hui, mais on peut faire de belles choses, quoi. Et du coup, tu nous disais que tu avais peur de l'eau. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette peur de l'eau et est-ce que
que Philippe Croizon a joué un rôle dans le fait que tu aies décidé de l'affronter et de la dépasser? C'est ça. Je serais incapable de dire pourquoi j'avais la phobie de l'eau. Quand je dis que c'était une phobie, c'était vraiment une phobie. C'était encore plus qu'un truc qui me faisait peur. C'est-à-dire quand il fallait aller à la piscine avec l'école primaire, je sais pas si tu te souviens, on était obligé de passer par là. Pourquoi on nous oppose la piscine. Mais ouais, c'était incroyable. Et du coup, je faisais tout pour pas aller à ce cours-là, aller à l'école ce jour-là. Quand mes parents me proposaient d'aller à la piscine les week-ends avec ma grande sœur, je disais non parce que ça me faisait vraiment flipper. Et je sais vraiment pas pourquoi. C'était vraiment un élément qui me faisait très très peur. Et forcément, quand je rencontre Philippe et qu'il me raconte tout ça, la traversée de la Manche, son nouveau défi, etc. Et je me dis waouh, c'est complètement dingue. Et un jour, il me demande d'aller le voir sur un de ses entraînements quand il était en préparation. Et du coup, j'arrive au bord du bassin. Ça fait déjà 6-7 heures qu'il est en train de s'entraîner. Et puis j'assiste à la dernière demi-heure. Et quand il finit son entraînement, il se pose au niveau du mur, puis il dit bon, ça dirait de me rejoindre et on fait quelques longueurs ensemble. Et moi qui ai beaucoup de fierté, je lui dis oui, pas de problème, je vais enfiler mon maillot de bain. Mais là, quand je dis oui, je me dis mais t'es vraiment trop con, t'as trop peur, tu vas être ridicule. Mais bon, j'y vais quand même, je vais dans le vestiaire, j'enfile mon maillot, mon bonnet, mes lunettes avec ma maman. Parce qu'à l'époque, j'étais pas encore hyper autonome. Et du coup, sur le chemin du retour entre le vestiaire et la piscine, j'attrape tout ce que je peux, des frites, des brassards, une bouée, une ceinture. Je ressemble plus à rien, je suis ridicule, tu vois. Mais bon, du coup, j'arrive au bord du bassin, je saute, je fais une énorme bombe, une plaque, bref, tout ce que tu veux. Et en fait, je suis pris de panique, quoi. Ouais. Je suis pris de panique, ça va pas du tout. Je stresse énormément, je commence à trembler, du coup je ressors immédiatement. Et là je suis frustré de pas avoir pu montrer à Philippe que j'étais capable de faire comme lui, frustré de ne pas avoir pu montrer aussi à mes parents que j'étais capable de faire comme lui. Et quand je suis rentré chez moi, je suis vraiment hyper énervé. Et plusieurs jours après, ça reste dans ma tête, et du coup je demande à mon père de m'inscrire dans un club de natation. Il me dit mais t'es complètement fou, t'as bien vu ce qui s'est passé il y a 2 jours chez Philippe, c'est ridicule. Il y a plein d'autres sports qui existent dans le paralympisme, mais dans le handisport tu trouveras bien quelque chose à ton goût. Je dis non, franchement papa, s'il te plaît, inscris-moi quoi. Et finalement il m'a inscrit. Et progressivement, voilà, je me suis familiarisé avec la piscine, avec l'eau, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la natation et l'eau en général, c'était le seul endroit, le seul élément qui me permettait de me déplacer comme tout le monde et de laisser au bord du bassin le fauteuil ou mes prothèses, et je suis vraiment libre quoi. Et je trouve ça hyper fort, et c'est pour ça que je me suis lancé dans la natation tout simplement. C'était à quel âge du coup cet épisode où tu plonges dans la piscine pour la première fois? C'est avec Philippe. Ouais. C'était vers les 8 ans, 9 ans. D'accord, donc il y a quand même plusieurs années. Ouais, mais après plusieurs années quand même après la maladie, etc. Ouais, je crois que c'est 8 ans. Et après, du coup, progressivement, je m'entraîne un petit peu avec le club, jusqu'au jour où je décide de faire ma première compétition. À ma première compète, je me qualifie au championnat de France. Et à mes premiers championnats de France, je finis champion de France sur 50 dos. Et là, je me dis, il y a peut-être un truc à jouer en plus, quoi. Et du coup, je suis parti à l'âge de 13 ans de chez mes parents pour pouvoir m'entraîner à Vichy, donc 2 fois par jour. Ok, parce que donc ça, c'est... En fait, déjà, je me dis, est-ce que quand tu commences et que tu t'inscris dans ce club de natation, juste le club, il sait comment... est-ce que c'est adapté pour que toi, tu puisses nager? Est-ce qu'il y a des... j'imagine qu'il y a des modifications à faire. Ça doit pas être évident, quoi. Bon, au début, c'était plutôt simple parce que c'était plus de la découverte, c'était pas des entraînements de natation. Et au fil du temps, c'est vrai que je commençais à avoir un bon niveau. Et du coup, le créneau de la semaine handisport ne me suffisait plus. Donc du coup, j'ai intégré le club valide de ma petite ville. Et après, du coup, ça me suffisait pas de m'entraîner 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine pour faire de la compétition nationale ou peut-être internationale. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de porter ma candidature pour intégrer le Pôle France de Vichy. C'était le Pôle France de Vichy à l'époque. Et du coup, ça a été accepté et je suis parti à 13 ans et du coup, je suis passé de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. Donc forcément, là, je pouvais que progresser et ça a été le cas, ouais. Et avant ça, et après tu me diras quand est-ce que tu as commencé à voir cet avenir sportif ou à le concevoir, tu vois, de 7 à 10 ans, comment t'imaginais ta vie future, quoi, juste au-delà de ta vie perso? Est-ce que tu pensais à des métiers que tu aimerais exercer? C'était quoi un peu ta vision de la vie qui t'attendait? Et quand est-ce que ça change et quand est-ce que tu commences à te dire en fait j'ai envie d'être sportif professionnel?
Mais en fait, c'est vrai que quand j'ai 7-8 ans, c'est assez compliqué parce que j'avais plein d'envies de métier et en fait, on me disait ça va être compliqué, ça va pas être possible. J'aime pas quand les gens me disent ça déjà, mais là ils avaient raison parce qu'à l'époque je voulais être conducteur de train, des trucs de petits gars quoi, mais c'était vraiment des métiers qui me faisaient rêver. Mais c'est vrai que quand on est conducteur de train, on ne fait pas que conduire un train. Et bah, s'il y a un problème, c'est le conducteur qui doit réparer des trucs et tout. Bon, moi ça aurait été compliqué pour bidouiller tout ça. Et du coup c'est vrai qu'à chaque fois que je pensais à un métier, du coup c'était difficile, c'était même parfois pas possible. Donc c'était même un peu frustrant. Et c'est vrai que du coup quand je commence à nager, que je commence à accéder même au haut niveau, je me dis que c'est peut-être ma voie finalement, le sport et tout ce que ça engendre derrière. Et du coup, ça me rassure aussi parce que franchement, quand j'étais petit, avant que je commence la natation, je savais plus trop quoi faire du coup, parce que les métiers qu'on me proposait, qu'on me disait je sais plus, de travailler dans, bon bref, derrière un bureau, c'était pas du tout mon délire, au contraire. Et du coup, c'était assez compliqué. Et quand je rencontre le sport et quand je me rends compte de tout ce que ça va m'ouvrir comme porte, forcément c'est rassurant et ça me fait plaisir. Ouais. T'arrives à 13 ans à Vichy. Ouais. Du coup, sans tes parents, sans ta famille, déjà pour un enfant de 13 ans c'est difficile, mais en plus toi t'as une histoire, je pense que tu dois être très proche d'eux et eux, j'imagine ça n'a pas dû être facile quoi. Est-ce que t'as échangé avec eux? Est-ce que tu as dû les convaincre de te laisser partir? Ouais, j'ai dû les convaincre. C'était pas facile franchement. C'était pas facile parce que à l'époque, encore une fois, je suis pas hyper autonome. J'ai besoin d'un coup de main pour changer mon jean qui est sur mes prothèses, etc. Et du coup, ça fait vraiment flipper mes parents. Ils me disent que voilà, ça va être compliqué, machin. Mais franchement, je les bassine tellement avec Vichy qu'à un moment donné, ils me disent oui, quoi. Ils me disent oui, mais que va falloir que je progresse au quotidien, etc. Je leur dis ouais, y a pas de problème. Et quand j'arrive à Vichy, du coup, je suis excité, je suis hyper content d'intégrer cette structure. Et mes parents m'accompagnent justement le premier jour. Du coup, c'est super cool, il y a papa, maman, je me fais déjà des potes et tout. Et le soir, quand mes parents repartent et que je me retrouve tout seul dans ma chambre, parce que j'étais interne à l'époque dans un Crêpes, là, je me dis, dans quoi je me suis embarqué, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mes parents commençaient déjà à me manquer, quoi, le soir même, quoi. Et du coup, franchement, les premiers temps, c'est difficile d'être loin de la maison, de ne plus avoir ce confort de papa-maman aussi justement qui m'aidait à faire ci, à faire ça et de devoir entre guillemets me débrouiller tout seul. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment progressé au niveau de mon autonomie grâce à ça, d'être parti assez jeune de la maison. Aujourd'hui, je suis complètement autonome, j'ai besoin de personne pour faire quoi que ce soit et c'est vraiment grâce à ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment très très difficile d'être éloigné de ma famille, de mes amis en Lorraine. Du coup, je les appelais tous les jours, tous les soirs après ma journée. Donc en fait, la journée ça allait parce que j'avais des journées très chargées. Je m'entraînais de 7h à 8h30, j'allais en cours. Ensuite, je me rentraînais de 17h30 à 19h30. Je faisais mes devoirs. Et après, du coup, j'étais tout seul dans ma chambre. Et c'est au moment où j'étais tout seul dans ma chambre où là, il y avait ce petit moment, voilà, un peu compliqué. Et en fait, quand je les avais au téléphone, après, ça me redonnait un peu le sourire, la banane, et ça repartait, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plutôt compliqué, ouais. Est-ce que y avait que des jeunes de ton âge qui venaient aussi rechercher cette carrière sportive ou parce que j'imagine que même si c'est compliqué d'être loin de sa famille, après, est-ce qu'on ne découvre pas une deuxième famille un peu dans le centre? Parce que d'après ce que tu dis, c'était quand même des chambres individuelles, donc c'est pas le côté pensionnat qu'on peut imaginer où tout le monde est tout le temps ensemble. Non, c'était quand même assez individuel. C'était assez individuel, mais on vivait vraiment la plupart du temps ensemble parce qu'on était à l'école ensemble, on s'entraînait ensemble. Donc du coup, c'était un pôle France vraiment avec que des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment le pôle d'excellence de la natation française en handisport. Et du coup, on s'entraînait tous au même endroit, on allait à l'école au même endroit et on se rentraînait ensemble le soir. C'est vraiment au moment où on allait se coucher, en fait, où on était un petit peu éparpillés et on allait chacun dormir dans sa chambre. Mais c'est vrai que du coup, la journée, on s'entraidait, on était ensemble. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cet aspect de famille et cette sensation d'être aidé au quotidien, quoi. C'est vraiment juste le soir où tu rentres et là que tu te dis, il me manque un peu mes parents. Et pareil, ça a été difficile pour eux, mais on se le cachait un peu, quoi. Quand on s'appelait au téléphone, on faisait comme si rien n'était. Et ça, je pense que ça nous remotivait tous. Ouais, j'imagine.
Donc après, quels ont été tes objectifs? J'imagine qu'on rêve assez grand, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as poursuivi jusqu'au bac? Voilà, comment ça s'est passé les 5 années suivantes? Du coup, ouais, du coup, quand j'arrive à Vichy, je suis en 5e parce que j'ai une année de retard à cause de mon hospitalisation. Du coup, je suis en 5e. Tout se passe bien. J'ai l'objectif, voilà, de continuer les études à côté. On avait cette chance d'aménager un peu notre temps scolaire aussi grâce au sport. Et du coup, tout se passe super bien. Je rêve de plus en plus d'aller aux Jeux paralympiques. Et en fait, ce rêve devient réalité parce que je me qualifie aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Avant ça, je me qualifie pour les championnats du monde de Glasgow en 2015. Il y a eu quand même 2-3 ans où je me suis vraiment entraîné comme un malade dans ce pôle France avant d'accéder à l'international. Mais voilà, un jour, je pars à Rio, je suis le plus jeune de la délégation française, donc du coup, Est-ce que t'es majeur même? À ce moment-là? Ouais. Non, j'ai 16 ans. Et t'as le droit quand même Ouais. Je pensais qu'il fallait avoir 18 ans pour s'inscrire au jeu. Non, il y a pas d'âge, je crois. Bah, okay. Ou ça doit être 15 ans. Non, je crois même pas qu'il y a d'âge. Il y a des gymnastes qui sont très jeunes. C'est vrai. Ouais. Donc ouais, non, c'est incroyable. Je suis le plus jeune de la délégation française. Du coup, il y a pas mal de médias qui sont intéressés par ça. Donc à partir de ce moment-là, je suis un peu mis en avant et ça me fait super plaisir. Je finis 4e aux Jeux paralympiques de Rio, mais c'est pas bien grave parce que je suis jeune. Il y avait pas mal de pression sur mes petites épaules à l'époque, donc c'était plus un apprentissage parce que quand t'arrives à 16 ans dans un truc aussi balèze, je t'avoue que moi ça m'a un peu déstabilisé parce que j'étais pas habitué à avoir autant de monde, avoir autant de pression sur les épaules parce que voilà, il y avait ouais, comme je t'ai dit, des médias qui me suivaient, il y avait du public, beaucoup de public, et c'était juste incroyable. C'était une expérience juste magnifique de pouvoir vivre ça à 16 ans. Et après, progressivement, voilà, je fais des podiums à l'international, au championnat d'Europe, au championnat du monde, et c'est juste incroyable. Et je décide quand même de suivre une scolarité au moins jusqu'au bac. Du coup, j'ai divisé ma terminale en 2. J'ai passé la moitié des matières il y a plus d'1 an et j'ai passé en fait l'autre moitié cette année-là. Okay. Je suis bachelier depuis quelques jours en fait. Bah bravo. Voilà. C'est ce qu'on appelle un hold-up du coup cette année quand même. Ouais, mais voilà. Mais non, du coup, ouais, j'ai eu mon bac sanitaire et social parce qu'avant je voulais me lancer dans la diététique, mais je me suis rendu compte que finalement c'était pas trop. C'est pas ce qui te passionnait le plus. Voilà. Et du coup, voilà, je suis vraiment allé jusqu'au bout de mon bac quand même pour avoir mon bac, pour vraiment avoir le sentiment d'être allé jusqu'au bout d'un petit quelque chose, même si c'est rien le bac aujourd'hui. Mais je suis vraiment pas école. Comme j'ai dit, je supporte pas rester assis derrière un bureau, écouter quelqu'un pendant des heures et tout. Ça me rend complètement dingue. Du coup, j'ai été content d'arrêter cette année. Du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études et de me consacrer à la fois à la natation et à mes projets professionnels qui sont la télévision et le cinéma. Ok, donc là c'est un nouveau chapitre qu'on ouvre, là dont tu vas nous parler. Cette médiatisation, donc si j'ai bien compris, elle commence avec les Jeux de Rio. Les Jeux, ouais. Est-ce que toi t'avais Instagram à l'époque? Est-ce que parce que bon, maintenant t'es aussi créateur de contenu, enfin j'aime pas le terme influenceur moi, donc pour moi tu dois choisir entre inspirateur ou créateur de contenu. Et comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Voilà, comment est venue cette deuxième partie de ta carrière? Ben en fait oui, j'avais Instagram à Rio, donc là forcément aussi les gens me suivent un peu sur les réseaux sociaux parce que j'essayais de montrer un peu les backstage des jeux, etc. Ça plaisait plutôt bien aux gens. J'étais pas non plus hyper suivi à l'époque, j'avais même pas 10 000 followers, mais déjà j'étais super content de pouvoir partager ça avec un peu de personnes. Et après, en plus de ça, voilà, quand je rentre des jeux, je fais pas mal de plateaux, je raconte mon histoire sur pas mal de reportages télé, et aussi je suis mis en avant sur des vidéos YouTube avec Thibaut InShape. J'ai fait les studios Daniel aussi, et j'ai fait récemment le QG. Et du coup, ça, toutes ces vidéos, elles me permettent de partager mon message sur la différence et sur le handicap. Pareil, j'aime pas en fait que les gens me référencient au handicap parce que ça me rend assez dingue. Mais j'aime quand les gens me référencient à la différence en fait. Enfin, aujourd'hui, on est tous différents, mais en fait, mon message, il est pas exclusivement sur le handicap. Il est bien plus large. Mais un peu comme toi, en fait, on a un peu le même message. En fait, je suis vraiment contre les personnes qui se sentent mal dans leur peau
parce que cette personne se sent trop grand, trop gros, trop noir, trop blanc, tout ce que tu veux. Et en fait, j'utilise Instagram, j'utilise des shootings photos, des reportages, des vidéos, en leur disant, regarde, moi j'ai un corps atypique, j'ai une histoire de vie un peu particulière, mais pourtant je suis fier de la raconter. Du coup, si moi j'en ai la capacité, on en a tous la capacité, et ça c'est vraiment mon message. Et du coup, grâce à toutes ces vidéos, tous ces reportages, du coup, j'essaye de passer ce message à pas mal de monde, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait envisager la télévision et le cinéma plus que, par exemple, rester sur les réseaux ? Mais en fait, c'est parce que j'ai eu cette chance de toucher un petit peu à tout. On va commencer par la télévision. Du coup, j'ai commencé avec les reportages, les interviews. Déjà, j'aimais bien raconter mon histoire en interview, même en face cam et tout. Franchement, je kiffais. Et un jour, grâce au Duo Day, donc c'est en gros la journée nationale où les personnes en situation de handicap vont à la télé, vont sur certaines chaînes, présentent des JT, la météo, tout ce que tu veux. Et ce jour-là, on m'a proposé de co-animer le journal du magazine de la santé sur France 5. Et c'était une expérience complètement dingue parce que du coup j'ai fait vraiment le travail d'un animateur, donc lire un prompteur, etc. C'était complètement fou et j'ai, sans mauvais jeu de mots, vraiment pris mon pied derrière le pupitre et ça a été vraiment un bonheur. En plus de ça, je pense que je me suis bien débrouillé parce que la chaîne était au taquet, ils ont adoré ce que j'ai fait et quand je suis rentré chez moi, le producteur m'a demandé si je voulais avoir une chronique à la rentrée suivante. Je lui ai dit évidemment que je veux avoir une chronique, c'est juste trop bien. Et ils m'ont laissé vraiment carte blanche. Ils m'ont vraiment dit tu fais ce que tu veux, tu nous écris quelque chose et on valide ou on valide pas ton contenu. Et j'ai décidé en fait de raconter des histoires de personnes qui ont utilisé le sport comme outil de résilience après un moment compliqué de leur vie. Donc encore une fois, je raconte pas des histoires que de personnes en situation de handicap. J'en ai fait qu'une des histoires sur un mec qui a perdu la vue à cause de la guerre, etc. Mais sinon, c'est des histoires bien différentes. J'ai fait le harcèlement sexuel, j'ai fait la perte d'un proche, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Et du coup, j'ai commencé la télé grâce à ça, grâce à cette chronique. L'année prochaine va être de plus en plus souvent sur le magazine de la santé aussi. Et après, à côté de ça, je me lance un peu dans le cinéma grâce à la série Vestiaire qui passe sur France 2 les samedis soirs. Donc c'est des petits épisodes où en fait on est dans un vestiaire de piscine, on est des nageurs en e-sport et en fait on fait des blagues sur la différence, sur le handicap, etc. Et j'ai été contacté par des réalisateurs, des producteurs qui sont intéressés par mon profil. Et du coup voilà, je suis en train de passer des castings un peu à droite à gauche pour essayer de faire du ciné tout simplement. Ouais. Et c'est pas trop dur de concilier la carrière de sportif de haut niveau avec imaginons, une carrière d'acteur. Est-ce que tu as pensé à peut-être des choix que tu allais devoir faire ? Parce que moi, dans ma tête, sportif de haut niveau, c'est quelque chose auquel on doit se consacrer, qui mène à beaucoup de sacrifices. Ouais. Je serais incapable de faire un choix tout de suite maintenant si je dois faire un choix entre un premier rôle sur un film de malade et les jeux ou un championnat du monde, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire ce choix-là parce qu'aujourd'hui, j'arrive à concilier tout ce que je fais à côté. Et en fait, le fait de concilier à la fois le cinéma, la télé et la natation, ça me permet vraiment de m'épanouir dans trois catégories en fait. Et je pense que si je ne ferais que de nager en fait toute la journée, je deviendrais un peu fou parce que c'est un sport qui demande pas mal d'entraînement, mais après si tu fais que ça, je pense que ça pourrait jouer en ma défaveur. Et là en fait le fait de me concentrer en sortant de l'entraînement sur l'écriture d'une chronique, sur un scénario, des choses comme ça me permet de penser à autre chose et de me donner d'autres objectifs à part la natation quoi. Et du coup non, au contraire, je trouve que on peut le concilier et si un jour il faudra faire des choix, je ferai des choix, mais pour le moment ça le fait quoi. Ouais. Est-ce que tu devais participer aux Jeux de cette année à Tokyo ? Je devais, ouais, c'était un objectif. Donc du coup là, ça a été redécalé d'un an en 2021, peut-être d'un an parce que bon, ça reste encore hyper flou. Ouais. J'ai vu qu'il y avait 50% de la population qui n'était pas d'accord d'accueillir les Jeux et tout. Donc non, franchement, ça a l'air un peu compliqué. Donc moi, j'essaye de pas trop me frustrer avec les Jeux de 2021. Je me concentre plus sur Paris 2024. C'est chez nous, c'est à la maison. Ça me laisse un peu plus de temps pour m'entraîner. Donc voilà, il y aura les Jeux de Tokyo. On verra ce qu'on fera à ces Jeux. Mais en tout cas, l'objectif, le plus gros objectif qu'il y a dans ma tête, c'est 2024 à la maison, évidemment. Ouais, c'est
vrai que je me rends pas compte, ça me paraît encore loin, mais ça va arriver vite. Très très vite, ouais. Chez nous, ça fait longtemps qu'on en rêve. Ouais. Je me souviens de cette fois, parce que du coup, bon, on a presque le même âge, je sais pas si tu t'en souviens. Je pense que c'était entre Paris et Londres que ça s'est joué il y a 4 ou 8 ans, je sais plus. J'imagine 8 ans au moins, parce que c'est un vieux souvenir. Londres, c'était 2012. Ouais, 2012, donc je sais pas quand est-ce que ça s'est décidé, mais ça s'est décidé encore avant ça, quoi, peut-être 4 ans avant. Et je me souviens, donc on hésitait entre Paris et Londres, et j'étais à la télé avec mes parents, et on attendait les résultats. Il y avait ce mec, dont j'ai oublié le nom, mais qui est hyper connu, donc tout le monde connaît sa tête, avec des petites lunettes et tout, qui avait la bouteille de champagne prête. Et tu sais, c'était comme quand on annonce un truc, t'as eu un décompte et tout, ils ont annoncé, on a vu Londres à la télé, et tu sais, j'ai vu la tête du mec se décomposer, genre la bouteille à la main, et tu pouvais pas ouvrir son champagne. Et je crois que c'est un peu là que j'ai mesuré quand même l'attachement qu'on a, alors pas juste les Français, je pense que c'est vraiment tous les pays du monde, au sport et aux personnes qui représentent le sport national. Parce que voilà, quand je sais pas, je devais avoir 10-12 ans et j'étais un peu là, mais pourquoi le mec se met dans cet état c'est pas grave, les yeux ce sera pas chez nous. Et en fait, c'est vrai qu'en grandissant, on se rend compte... moi, je me souviens de la Coupe du Monde de football il y a 2 ans, du coup. On avait tous des frissons, quoi. Alors que je suis même pas particulièrement fan de foot. Donc, je sais pas si... Tu dois le ressentir particulièrement, vu qu'en plus, toi, tu en fais, mais... C'est un peu une fierté nationale, quoi. Ouais, mais grave, le fait d'avoir les jeux chez nous, c'est juste incroyable. On a vraiment une chance. En plus de ça, je pense que ça va nous faire du bien. Nous, les Français, c'est vrai qu'on a fait face à plein de problèmes de société et tout, et je pense que ça va nous faire du bien moralement, et je pense que ça va nous permettre de nous rassembler une nouvelle fois. C'est vrai, on a vu, comme tu l'as dit, à la Coupe du Monde, il y avait plus de problèmes, quoi, dans les fan zones ou dans les bars. Chez nous, c'était juste incroyable. La ferveur qu'il y avait chez les supporters, c'était juste complètement dingue. Et je pense que Paris 2024, ça va être pareil, ça va être juste complètement fou. Et en plus de ça, c'est un bel outil aussi pour le paralympisme, qui est pas encore super bien connu et pas super bien mis en avant pour le moment. Et j'espère que les Français vont aussi jouer le jeu, être hyper présents sur les Jeux paralympiques. Mais en tout cas, moi je fais partie de la commission des athlètes de Paris 2024, donc c'est-à-dire que je participe, on brainstorm sur l'organisation des Jeux de 2024. Mais en tout cas, on va tout faire pour que les Jeux de Paris 2024 soient aussi un bel outil pour le paralympisme, et que ce soit mis hyper en valeur, autant que les Jeux olympiques, quoi. Carrément. Il y a une question que j'aime bien poser, et ça m'intéresse d'avoir ta réponse. C'est comment est-ce que tu progresses en tant que personne? Donc ça peut être à différents points de vue, mais est-ce que tu essayes de faire parfois des petits checks pour te demander si tu stagnes pas? Est-ce que tu essaies de découvrir de nouveaux horizons? Quelle est un peu ta vision de comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même? Mais en fait, je me donne des objectifs quotidiennement depuis, je pense, mon hospitalisation. C'est vrai, je me suis pas donné comme objectif, dès que je suis sorti de l'hôpital, de faire de la natation au haut niveau, de faire les jeux, etc. Mes premiers objectifs, c'était de me ressaper tout seul, de remarcher, des trucs comme ça. Et en fait, je pense que je fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire que, aujourd'hui, voilà, je sais m'habiller tout seul, etc. Mais j'essaye de progresser dans tous les domaines que j'entreprends. Donc, ça va être la natation. Donc là, je vais avoir des repères au niveau de mes temps, etc. Par exemple, dans la télé et dans le cinéma, pareil, je vais voir si je progresse, si j'ai de plus en plus d'heures en direct à la télévision. Dans le cinéma, je vais voir si je progresse parce que ça dépend, au niveau de mes rôles et de mes propositions de casting, des choses comme ça. Et dans la vie en général aussi, c'est parce que je progresse quotidiennement. Je te dis que je suis complètement autonome, mais je vois des fois que je mets de moins en moins de temps pour faire certaines choses, faire ma lessive, me faire à manger. Récemment, tu vois, j'ai pendant des années galéré à couper ma viande, et là j'ai enfin trouvé la solution pour couper ma viande. Je coupe ma viande avec une roulette à pizza, mais j'ai trouvé ça il y a 1 an et demi. Mais tu vois, pourtant on se creusait la tête avec mon entourage, avec des ergots, avec des kinés, on trouvait pas de solution. Et un jour, je suis dans une pizzeria et je coupe ma pizza, je me dis mais c'est vrai que c'est plutôt simple, quoi. Et en fait, j'ai essayé de couper un morceau de viande avec une roulette à pizza, et ça l'a fait. Donc en fait, on progresse tous au quotidien, et en tout cas moi je le vois comme ça, en me donnant des objectifs quotidiennement, voilà, en essayant de progresser sur tout un tas de points différents, quoi. Ok, trop cool. Et c'est pas trop difficile de concilier ta vie bien chargée avec une vie perso, j'imagine, je sais pas, est-ce que tu as ce besoin aussi, tu vois, de vivre une vie d'ado où t'es hyper focus
pro, tu vois, comment est-ce que tu essayes un peu de trouver un équilibre entre les deux? Disons que j'ai la chance du coup maintenant de vivre un petit peu comme je le souhaite. J'ai un agent, mais on organise tous les deux mon emploi du temps un peu comme je le souhaite au niveau de ma fatigue, des choses comme ça. Mais j'essaye aussi d'avoir du temps pour moi, c'est hyper important. J'ai besoin aussi d'avoir un soutien avec ma famille, avec mes potes, etc. Je fais peut-être un peu le coq qui est hyper sûr de lui, des choses comme ça, mais non, c'est des fois je suis pas sûr de moi, des fois j'ai besoin d'aide, des fois j'ai besoin de me remettre en question, et du coup j'ai souvent voilà mes week-ends. Déjà c'est hyper important d'avoir ces week-ends pour profiter de ses proches, pour profiter des gens qu'on aime, et moi je me ressource comme ça. Mais c'est vrai que du coup la semaine je suis un bosseur, je m'entraîne, j'essaye d'avancer sur mes différents projets, mais je m'accorde voilà des plaisirs avec mes potes, avec ma famille. C'est hyper important, parce que sinon si j'ai pas cet apport d'amour en fait de mes proches, je suis pas bon dans ce que j'entreprends, parce qu'il me manque quelque chose finalement, quoi. C'est vrai que déjà même au ressenti, on a l'impression que tu es quelqu'un de très positif, très optimiste, et ça force l'admiration. Après moi je sais que parfois on donne cette impression, mais ça ne veut pas dire qu'on est invincible. C'est exactement. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des moments difficiles que tu as pu vivre, et peut-être que tu vis encore? Comment tu arrives à voir la lumière quand tu vois plutôt l'ombre? Moi j'ai toujours eu déjà cette chance d'avoir mon entourage, d'avoir mes parents, ma grande sœur, mes potes autour de moi dans les moments compliqués. Je sais qu'il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas cet entourage quand ils le souhaitent, etc. Mais en tout cas, quand je me retrouve tout seul et que ça va pas, je repense un petit peu à mon passé. Des fois, on se dit, faut pas regarder notre passé, faut foncer tête en avant et penser qu'au futur. C'est pas vrai. Moi, des fois, je pense un peu au passé en me disant, putain, regarde tout ce que t'as fait, ce que t'as réussi à accomplir. C'est pas ce petit pépin dans ta vie, ou même parfois ce moment hyper compliqué qui va t'arrêter là. T'as vu tout ce que t'as fait maintenant, t'as vu tout ce que t'as dans le futur en tête. Tu peux pas t'arrêter maintenant. Et c'est comme ça, en tout cas, que je me rebooste et que je me remotive, en plus d'avoir cet entourage, on va dire, en béton autour de moi, et qui m'aide et qui m'apporte énormément. Mais en tout cas, si j'ai un conseil, c'est vraiment se retourner un petit peu derrière en regardant vraiment que le positif, par contre, en disant, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va pas m'arrêter aujourd'hui. Et aussi de se donner encore une fois des objectifs quotidiennement, et d'avoir des rêves et croire en ses rêves. C'est hyper important. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper rêveur, hein. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'était des rêves en fait. Et évidemment que j'ai encore plein de rêves en tête, mais ça se trouve, je vais peut-être faire que la moitié de tous les rêves que j'ai en tête. Mais au moins, ça me permet de me rebooster dans les moments compliqués, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment, voilà, un matin, j'ai la flemme de me lever, j'ai la flemme d'aller nager, ça va pas, j'ai pas le moral parce qu'il s'est passé tel truc avec mon pote, avec ma copine ou mes parents, j'en sais rien. Mais du coup, je me dis, regarde, enfin, t'as plein de rêves, et si tu veux un jour ou essayer d'exaucer ce rêve-là, il faut passer par ce moment-là, il faut que tu te lèves ce matin, il faut que tu te battes comme un dingue pour essayer de décrocher ce rêve-là, quoi. C'est vrai que c'est un peu une association de motivation et de discipline qui mène à l'accomplissement des rêves. Exactement, c'est ça. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a des ressources, que ce soit des vidéos, des films, des livres, qui t'ont vachement aidé, que t'aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent? Pas spécialement de livres ou de films, etc. Mais en tout cas, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est un peu une génération hyper numérisée, où on est connecté, tout ce qu'on veut. Et du coup, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je trouve vraiment pas mal de modèles hyper inspirants sur les réseaux sociaux, qui sont connus ou pas connus. Mais il y en a vraiment à tous les goûts, à toutes les sauces, que ce soit pour se remotiver dans le sport, professionnellement, mais aussi si ça va pas émotionnellement. Bref, tout ce qu'on veut. Internet et les réseaux sociaux m'ont en tout cas permis de trouver tout un tas de modèles très inspirants. Ouais. Ok. Et c'est pas trop difficile parfois pour toi de gérer le fait que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux? Enfin, je sais pas si donc t'es principalement sur Instagram, t'as pas de chaîne YouTube ou de compte TikTok? Ouais. Okay. Bon, déjà tu te préserves de méchanceté gratuite. Ouais. Est-ce que quand même t'as parfois à gérer pas des attaques, mais bon, vu que tout le monde peut dire ce qu'il veut, tu vois, je me dis ça peut ne pas être facile.
J'ai la chance de ne pas faire trop face à ces problèmes-là, à ces haters qui pourraient m'embêter. Mais même si des gens essayent de me toucher, de me faire du mal derrière leur écran, ça me toucherait vraiment pas. Même si des fois c'est emmerdant parce qu'on essaye de vraiment de passer de jolis messages, d'espoir et tout. Et des fois quand il y a un mec qui lâche un commentaire, le mec joue de son handicap, ouais, il montre ses bras pour faire des vues, des trucs comme ça. Je veux dire mais t'es sérieux quoi, franchement. On échange. Ouais, grave, franchement pas de souci quoi, mec. On peut échanger quoi. Mais c'est vrai que du coup c'est relou. Ouais. Mais j'ai cette chance de non, franchement j'ai pas trop de problèmes comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a. Il y a des gens qui disent que je joue clairement de mon handicap sur certains posts, sur certains commentaires, etc. Dans certaines interviews. C'est compliqué. Franchement c'est compliqué. Je comprends pas ces gens-là. C'est forcément des gens frustrés qui ne se sentent pas bien dans leur peau, je pense. Mais c'est dommage. Mais en tout cas ça me touche pas. Ça me fait même parfois rire quoi. Ouais. Non mais je pense qu'on a peut-être la même approche à ce niveau-là quoi. On a juste envie. Enfin moi souvent c'est juste une envie de leur faire comprendre. J'ai pas envie qu'ils pensent ça, donc j'ai envie de leur dire non mais tu te trompes, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à dépasser. En fait ça se trouve lui-même le pense même pas. Voilà, c'est juste il a envie d'attaquer et il attaque. Mais je pense que c'est vraiment une chance qu'on a. C'est vrai. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à montrer la différence. C'est vrai. Parce qu'avant c'était les médias qui donnaient un peu le là. C'est eux qui montraient ce qu'ils voulaient montrer. Voilà, exactement. Et après la prise de pouvoir c'est un peu inversé quoi. Donc c'est vrai que ça c'est très très puissant. Il y a une question aussi que j'ai bien envie de te poser. J'imagine que tes journées ne se ressemblent pas tous les jours, mais si tu pouvais nous décrire par exemple, bon alors peut-être pas ce lundi parce que comme c'est la veille d'un jour férié, ça se trouve c'est pas ton emploi du temps habituel, mais tu vois une journée un peu type dans ta vie, ça ressemble à quoi? Mais là une journée un peu type à post-confinement aussi parce que c'est un peu particulier, je reprends les entraînements progressivement, etc. Mais par exemple, on va dire cette semaine, ma journée type c'était je me lève vers 8h du matin, je vais nager le matin, vers 9h, je m'entraîne, 2h. Quand je rentre, petite collation ou repas si je m'entraîne un peu plus longtemps. T'as pas mangé avant? Avant... Non, mais le matin, comme t'as pas si je déjeune. Si tu veux, je petit déjeune. Petit déjeune. Ah oui, évidemment. Ah non, mais moi, il faut que je mange avant l'entraînement, sinon je suis très nul. Et du coup, enfin bref, je m'entraîne le matin et l'après-midi, je me laisse l'après-midi pour bosser, avancer sur mes projets. Donc par exemple, en début de semaine, voilà, j'avais des castings pour le cinéma. J'avais des rendez-vous pro avec à distance. C'est un peu la mode en ce moment. Donc du coup, voilà, pas mal de réunions l'après-midi. Bref, c'est plus le matin sport, l'après-midi un peu pro, avancer sur les différents projets. Et après, le soir à la cool, je vais voir des potes, on boit un verre ensemble et c'est tranquille, quoi. Ouais. Ok, ouais, j'aime bien ce genre d'organisation. Il y a de la variété. Voilà, c'est ça. Tu t'écoutes et... Ah, complètement, ouais. Complètement. Et ton agent, du coup, il est sur Paris aussi Ouais. Okay. Elle est plus sur Paris maintenant. Elle a déménagé sur Bordeaux. Bon, Bordeaux-Paris en train en 2 heures, on fait vite le trajet. Bon, elle a un pied-à-terre sur Paris aussi, mais on est devenus très très proches, très très complices. Elle s'appelle Anne, elle me suit depuis 7 ans. Depuis 7 ans, depuis que je suis arrivé à Vichy pratiquement. Et en fait, on progresse ensemble et c'est super sympa aussi d'avoir quelqu'un sur qui compter. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu touches un peu au cinéma, à la télé, c'est un peu un monde de requins. Il faut faire hyper attention à la lumière, tout ça. Je sais que si un jour je prends le boulard, elle me mettra une grosse claque derrière la tête et ça me remettra dans le droit chemin. Mais c'est hyper important aussi de s'associer aux bonnes personnes dans ce milieu-là. Et en tout cas, je suis hyper serein avec elle. Ouais. C'est vrai que même, t'as pas eu encore de désillusion peut-être au niveau... rencontres ou entourage, des personnes qui ont essayé de profiter de ta notoriété, on va dire ou... Franchement, non. Sur le point de vue de notoriété, pas du tout. Ou alors, je m'en rends pas compte. Mais c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, non, je pense que les gens sont plutôt bienveillants avec moi. Après, il y a des gens qui ont déjà joué de mon handicap pour avoir certaines choses. J'ai déjà raconté en interview cette histoire où je suis à Bercy, à Gare de Bercy, et il y a un mec qui m'aide à porter mes sacs dans les escaliers. Et on parle pendant un quart d'heure, on sympathise vachement. Et on arrive au niveau de mon train. Du coup, on se dit au revoir. Il me redonne mes sacs. Mais il vient de m'aider pendant un quart d'heure, le mec. Hein. On a parlé pendant un quart d'heure. Je sais pratiquement toute sa vie. C'est pratiquement toute la mienne. Enfin, pratiquement toute ma vie aussi. Et il me demande d'avoir mon téléphone pour appeler son pote qui est dans le train
Bon, il vient de me donner un coup de main, donc forcément, je réfléchis même pas, je lui donne mon portable. Et là, il s'est barré en courant. L'horreur. Il s'est barré en courant comme ça, avec mon portable. Et là, je me retrouve avec mes 2 gros sacs dans les bras. Je le vois partir. Je peux rien faire. Et en plus, on parle pendant un quart d'heure avant, donc le quai se vide. Il y avait plus personne sur le quai. Le train allait partir. Et du coup, voilà, je me suis fait voler mon portable. Donc, il n'y a pas que des personnes bienveillantes non plus dans la vie. Il faut pas croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Mais en tout cas, voilà, les gens sont plutôt bienveillants avec moi, sauf cette pourriture-là. Ah ouais, non, pour m'être fait voler mon téléphone 2 fois à l'arraché, ouais. Je sais ce que c'est, le sentiment d'impuissance. Ça me dépasse. C'est ça. Parfois, ça me dépasse. Ok. Bah écoute, trop cool. Je vais te poser 2 dernières questions. D'abord, si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, tu aimerais entendre qui ? Ces questions, elles sont... Justement, c'est un mec que j'ai moi interviewé pour ma chronique, justement, qui s'appelle Hakim Azerki. J'ai justement un peu parlé de lui tout à l'heure, qui a reçu 2 balles de Kalachnikov durant une manifestation en Algérie. Une dans la cheville, une dans la tête. Et la balle qu'il a reçue dans la tête a sectionné ses 2 nerfs optiques, donc il est devenu aveugle à cause de ça. Et en fait, il est arrivé en France pour les soins. Et il s'est fait soigner là-bas, et en fait pour redonner à la France ce que la France lui a donné, parce que pour lui la France lui a sauvé la vie. Il s'est fait, en gros il vit maintenant en France, et il représente la France en cécifoot, donc en foot pour aveugles. Il a fait les Jeux de Londres, il a décroché plein de médailles, etc. Et je trouve son histoire complètement dingue, donc ce serait peut-être lui. J'adorerais encore une fois l'écouter. Ouais. Ok, bah trop cool, écoute, j'essaierai de le contacter, ou si tu as son contact, avec plaisir. Et la dernière question, du coup, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, purée, mais c'est une question de philo en fait, ouais, là, grave, hein, putain, il fallait j'aurais dû, alors... Tu pensais avoir le bac, en fait, c'est la question bonus 2020. Non, alors du coup, c'est quoi la question déjà ? Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est tout simplement décider de foncer, de ne pas écouter ce que disent les gens. Qui sont les gens un peu parasites, hein. Des fois c'est hyper intéressant d'écouter les autres et le point de vue de chaque personne, mais en tout cas de ne pas écouter les gens qui te disent fais pas ça, c'est impossible, fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Au contraire, il faut décider d'utiliser ce que disent ces gens-là pour se remotiver. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Quand quelqu'un me dit tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, je me dis putain, je vais me donner à fond pour pouvoir lui montrer à lui que je suis capable et que je vais réussir. Donc c'est comme, je le vois comme ça. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est n'écouter que soi, que ses envies, et de continuer à croire en ses rêves. Encore une fois, ouais. Trop cool. Bah merci beaucoup Théo d'être venu sur InPower. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi et présenter ton parcours aux auditeurs et aux auditrices d'InPower. Si maintenant ils veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur Instagram, Théo Curin, tout simplement. Ouais, super. Bah écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Trop cool, merci. Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Théo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @tcurin et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à 2 amis qu'il pourrait inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter, car ça fait maintenant plus de 2 ans qu'un épisode sort chaque semaine sur InPower. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, vous êtes les vrais, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode d'InPower.